Actualité oblige, nous parlons dans la rubrique invité du jour de ce coup d'État perpétré par le MPSR. Avec notre invité du jour, il s'agit de Dr Aristide Ouédraogo. Il est le président du Front patriotique pour le renouveau, FPR. Il faut rappeler que ce parti politique se déclarait donc être de l'opposition politique, même si ce parti n'était pas affilié au CFOP, donc le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Alors, avec Dr Aristide Ouédraogo, nous parlons aujourd'hui de cette actualité. Il faut rappeler que son parti a produit un communiqué pour justement soutenir la junte militaire au pouvoir actuellement. Nous en parlons dans un instant. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et pour question de droit de ce mercredi, parce que vous le savez, la chronique du mercredi, c'est la chronique question de droit. Nous parlerons donc de Sorigal. Sorigal, c'est un centre d'appel dénommé Sorigal, un centre d'appel pour les questions juridiques. Nous en parlons avec M. Dieudonné Lankwandé, qui est juriste numérique et directeur général de Faso Légal justement qui a créé Sorigal. Alors, dans la rubrique à la découverte de vous le savez, nous sommes installés aux ruines de l'Europénie pour vous faire découvrir ces ruines. Installez-vous confortablement. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique. Les ruines de l'Europénie, nous en parlons et nous vous présentons ces ruines dans la rubrique à la découverte 2. Et il faut rappeler quand même que ces ruines sont situées au sud-ouest donc du Burkina Faso. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter à nouveau un élément donc réalisé par Sibline Akelse. Sibline Akelse qui nous parle de ces ruines et surtout qui revient sur les difficultés donc d'accès aux ruines de l'Europénie et puis bien sûr des solutions proposées par notamment les autorités municipales et puis bien sûr les visiteurs et guides touristiques pour encore rendre attrayant et agréable ces ruines de l'Europénie et surtout disponibiliser des infrastructures adéquates pour les séjours à côté quand même de ces ruines de l'Europénie. Nous y allons pour suivre l'élément et on revient pour la suite. Touristes ou visiteurs, le conseil municipal et les ressortissants ont au programme des projets de construction d'infrastructures d'hébergement. Il y a beaucoup de projets, pas seulement au niveau de la commune, mais des ressortissants. Il y a beaucoup de projets de construction des infrastructures d'accueil. Voilà, comme je l'ai dit, c'est des projets. Pour Siepoda, ces projets verront le jour si et seulement si le gouvernement arrive à bitumer la route nationale numéro 11 reliant Gawa à Banfora. Surtout, ce qui va galvaniser ces gens-là à réaliser les projets, c'est la réalisation du goudron, c'est-à-dire la RN11. Voilà, si ce projet venait à voir le jour, ça pouvait en tout cas aussi galvaniser ceux qui ont des projets de construction d'infrastructures d'accueil. Voilà, donc je profite de votre micro pour dire que la commune de l'Europénie, qui est située sur la RN11, attend beaucoup par rapport à la réalisation de ce goudron, de la RN11. La commune de l'Européenie étant une commune rurale, a des moyens très limités. Et c'est vrai qu'à travers la coopération, on peut réaliser cette infrastructure. Du reste, avec nos amis de Tremblay, l'Européenne est jumelée à une ville française appelée Tremblay, on a réalisé un centre appelé Maison de l'Amitié. Ça, c'était pour répondre aux soucis d'hébergement des touristes. Mais la capacité d'accueil est très limitée. Voilà, c'est très limité et le conseil municipal est en train de voir comment aménager davantage ce centre-là pour augmenter l'offre. Un site d'hébergement est en construction dans la zone tampon des ruines de l'Europénie. Ce projet de l'État qui vise surtout la promotion de ces sites touristiques traîne toujours 10 ans après l'inscription des ruines sur la liste du patrimoine mondial. Pour la grande promotion du site, l'État central a déjà construit des locaux. Ça sera un site d'accueil. En fait, du coup, on a une auberge de 8 chambres
une grande salle de conférence, billetterie, cafétéria, le bloc administratif et des halls, une bibliothèque. Et ce n'est pas fini, il y a d'autres types d'établissements VIP qui seront construits pour pouvoir permettre aux gens qui veulent juste faire un petit circuit, venir visiter les ruines de l'Oropénie, aller visiter les sanctuaires des Rouagan, le musée des Gawa et j'en passe. Je pense que l'État vraiment il commence à s'y mettre là-dedans. Et par rapport aux réalisations au sein des ruines de l'Oropénie, il faut dire que ça traîne un peu. Quand on sait que les ruines ont été inscrites depuis 2009, ça fait 10 ans, mais ce qui est fait, ça ne va pas au même rythme. Antissé Hervé Farman, natif de la commune de l'Oropénie et par ailleurs doctorant en archéologie à l'Université libre de Bruxelles, salue les quelques actions menées dans la promotion des ruines de l'Oropénie. Beaucoup de choses ont été faites. D'abord, quand vous passez dans toutes les ambassades, en tout cas que j'ai eu à visiter, il y a des affiches de l'Oropénie à l'aéroport, au niveau sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui ont été menées. Au plan scientifique, il y a eu déjà un colloque, il y a eu une campagne de recherche. Bon, je veux dire, bien sûr, après l'inscription des ruines, en 2012, il y a eu un colloque sur les ruines. Il y a eu un projet de recherche sur 5 ans et moi, ma thèse porte sur des sites qui sont dans la périphérie des ruines. Donc, il y a quelque chose qui est en train de bouger à ce niveau. Donc la connaissance scientifique elle est importante pour la promotion des ruines et aussi au niveau purement touristique, ça bouge beaucoup au ministère de la Culture parce qu'il y a des infrastructures qui ont été réalisées sur place, des infrastructures d'accueil, d'hébergement, etc. Et aussi une salle de conférence, du magasin, il y a du matériel par exemple de recherche archéologique. Il y a des locaux qui peuvent accueillir le matériel, les vestiges qui sortent par exemple. Ça c'est un gros effort que l'État burkinabé a fourni et pour la promotion de ces ruines-là. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour en tout cas pérenniser cela et consolider d'ailleurs sa promotion? La consolidation, comme l'indiquent les directives, en tout cas ce que suggère l'UNESCO, c'est de travailler à maintenir, voire améliorer l'authenticité et l'intégrité, mais surtout la valeur universelle du bien. Ça veut dire faire en sorte que l'état dans lequel le site a été inscrit ne se dégrade pas si on ne peut pas l'améliorer. Voilà, au moins le maintenir en l'état. Et deuxièmement, c'est d'accroître par exemple la visite ou l'attractivité du site, voilà, avec une autre stratégie de communication et voilà, pour attirer davantage de touristes. Alors, qui dit touriste parle de retombées aussi pour le pays parce que voilà, c'est ceux qui viennent de l'étranger prennent des avions, ils se logent dans des hôtels, ils louent des véhicules, ils se restaurent. Donc tout ça concourt quand même à apporter des dividendes au pays. Alors, et au niveau purement local, la collectivité territoriale aussi peut mener des actions, notamment de plaidoyer auprès des investisseurs pour la réalisation d'infrastructures qui va concourir à offrir un meilleur cadre d'accueil et de séjour à l'Européenne. Le maire Siepoda attend de la part de l'État la réalisation du projet Ruines de l'Européenne. C'est l'occasion pour moi de plaider auprès de l'autorité centrale pour la mise en œuvre du projet un grand projet appelé projet Ruines de l'Européenie, où le ministère du Tourisme a eu à avoir plus de 50 hectares de terrain pour un grand projet. Et si ce projet venait à voir le jour, ça allait permettre aux privés de réaliser des hôtels. Donc c'est pour dire que ce projet appelé Ruines de l'Européenie, s'il venait à voir le jour, ça pourrait être ouvre de soulagement pour la commune de l'Européenie. Les ruines de l'Européenie, vieilles de 1000 ans, occupent une superficie de 11 130 mètres carrés. Les descendants des concepteurs et des bâtisseurs de la forteresse peuplent actuellement les villes de Bouna et de Bondoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire. Le défi des conservateurs qui sont au Burkina, c'est de valoriser ces ruines et d'enseigner sa valeur aux générations futures. Cela passe par un engagement franc du gouvernement et des autorités locales après l'euphorie de la reconnaissance internationale. Un message dans une bouteille vide au fond de l'eau. Écriture illisible mais ancrée en moi. Mes larmes suivent les balavres de mes aïeux et mes grands-parents qui
qui je vois même quand je ne vois même pas. Je me perds au fond de moi, ma coquille me couvre pas. Je ne viens pas de loin, j'ai pas bougé d'un cran. Je viens du Yatinga, je commissionne le vent. Do, 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 ré, mi, fa, sol, 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 si. Do, 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 ré, mi, fa, sol, 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 la, si. C'est une note qui ne s'évalue pas. Dans les larmes, une bougie ne s'allume plus. Mon cœur s'explose et la tigre et la goupille. Bouchon de liège, n'arrive plus à fermer la bouteille. Je te vous vois même quand je veux te tutoyer. Si un jour je perds la face, mes défauts te souriront. Je ne viens pas de loin, j'ai pas bougé d'un cran. Je viens du Yatinga, je commissionne le vent. Do, 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 mi, fa, sol, 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 la, si. Do, 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 ré, mi, fa, sol, 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 la, si. On se verra même quand il n'y aura plus rien dans ce monde. Ne me parle pas, car le silence m'inonde. Je ne viens pas de loin, j'ai pas. Et c'est important de commencer la journée avec les informations, des informations fraîches d'ailleurs. Donc, nous partons pour la revue de presse. Et pour feuilleter les journaux, les quotidiens d'aujourd'hui, nous recevons Bébé Kodjo Kambo. Bonjour et bienvenue Kambo. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, nous sommes installés cette semaine à l'Europénie pour justement faire découvrir les rues de l'Europénie, donc qui sont situées au sud-ouest. C'est ça. Donc, permets-moi de te dire Sifornedouro. Oui, avec Foye Tomekire Bobo. Ça va bien. D'accord. Alors, Kambo, Oui. qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Alors, j'emboîte vos pas pour dire un bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la belle cité de Massako. Donc, pour parler de l'Europénie, la belle cité donc, des ruines. Nous allons débuter la revue de presse ce matin par la une de l'Observateur Palga. Okay. Et à la une de l'Obs ce matin, on peut lire ceci. Avènement du MPSR. Et maintenant, on fait quoi? Manif de soutien à la junte. Les militaires nous ont facilité la tâche. Réaction de quelques politiques. Accueil chaleureux à Kaya. Donc tout ça, c'est toujours sur le même titre. Donc l'avènement du MPSR donc, au Burkina Faso. C'est allé donc à la une de l'Observateur Palga. Apparemment, la régie ne nous a pas suivis. Donc c'était là la une de l'Observateur Palga. À présent, la une du quotidien Le Pays, on peut lire déjà dans la rubrique Révélation, putsch au Burkina, Paris s'y attendait, c'est-à-dire à la page 19. Cannes Cameroun 2021, les matchs du jour, c'est-à-dire à la page 20. Coup d'État au Burkina, des OSC pour une transition apaisée. Des partis politiques condamnent, les frontières aériennes rouvertes. Au front maintenant. Scène de liesse à la place de la nation. Donc tout ça c'est en rapport avec les titres sur le coup d'État au Burkina. Réaction des Burkinabés. Les peuples africains sont en train de se réveiller. C'est selon Mathias Ouedraogo du mouvement de libération. C'est une grande libération, dixit Alain Nakoulma. Donc c'est un titre un peu, j'allais dire une consacrée aussi au putsch, donc au Burkina Faso. Nous allons voir maintenant ce que nous réserve la une de Aujourd'hui au Faso. À la une de Aujourd'hui au Faso, on lit ceci. 9e coup d'État au Burkina depuis 1960. Mon lieutenant-colonel président d'Amiba, au-delà des dorures des Kossiam, la nation au-dessus de tout. Soutien à la junte militaire au Burkina, les manifestants appellent la CEDEAO et la France à rester à l'écart de la transition. Macron, après les coups d'État au Burkina Faso, notre priorité, c'est l'intégrité physique du président Kaboré. Burkina Faso, le lieutenant-colonel d'Amiba parle à la hiérarchie militaire
et aux secrétaires généraux des ministères. Réouverture des frontières aériennes, donc toujours sur le coup d'État, les États-Unis invitent à la retenue. Coup d'État du 24 janvier, recul démocratique pour certains, salutaire pour d'autres. Et nous passons à la une du journal Le Quotidien. Coup d'État au Burkina, le mouvement Sauvons le Burkina met en garde la junte contre toute dérive. Prise du pouvoir par l'armée au Burkina, des populations manifestent leur soutien. Salle de condamnation, avis et attente des Burkinabés. Nous allons maintenant à Bobo-Dioulasso pour découvrir la une de l'Express du Faso. Et sur cette une ce matin on lit prise du pouvoir par le MPSR, à Bobo des populations jubilent. Scène de liesse et parade de motos à Ouaga. Autant le dire, c'est une rubrique. Allons véritablement à une nouvelle ère d'intégrité. Prise du pouvoir par le MPSR, l'UNDD dit être enthousiaste et confiante. Seul le MPP pouvait se bercer l'illusion de continuer jusqu'en 2025. Réaction à Bobo, Banfora et Dédougou. Tribune, c'est également une rubrique. Mali, Guinée et Burkina, fin de règne des chefs d'État incapables, c'est une interrogation. Université Nazi Boni de Bobo, un voleur de moto et son acolyte de 17 ans aux arrêts. Voilà ce que nous apprenait l'Express du Faso à sa une ce matin. Et nous allons terminer la lecture des unes par les quotidiens d'État Sidoya. À la une des Sidoya ce matin, on lit situation nationale des manifestants solidaires des militaires. Réouverture des frontières aériennes. Mercure, c'est une rubrique calcul sénégalais. Et dans la rubrique on murmure, greffe des reins, bientôt un centre d'excellence. Bogandé, elle porte plainte contre son ex-époux pour abus de confiance. Qu'en 2021, la CAF rehausse les primes, les équipes aussi. Voilà ce que nous apprenons Sidoya et c'est tout donc pour la lecture des unes ce matin, Amzeta. Merci pour cette partie lecture donc, des différentes unes. À présent, la phase analyse et commentaire et le premier sujet, on s'intéresse bien sûr à ce coup d'État au Burkina. L'adhésion est massive. Oui, le coup d'État continue donc de faire la une des quotidiens et on est bien parti donc pour tous les mois de janvier et peut-être même début février. En tout cas, on parlera toujours de ce coup d'État parce que voilà, c'est un long processus qui vient donc de s'enclencher au Burkina. Donc, comme vous le dites, au vu des réactions que nous pouvons voir dans tous les journaux ce matin, y compris les journaux en ligne, alors c'est une adhésion presque massive, si on peut le dire ainsi, parce que voilà, les Burkinabés adhèrent donc dans leur ensemble, en tout cas dans leur grande majorité, à ce qui s'est passé le 24 janvier. Alors déjà, si on jette un coup d'œil sur les réactions populaires, les réactions qui se sont faites, à travers des manifestations, des liesses, en tout cas de façon publique. Déjà à Ouagadougou, on peut dire que hier, il y a eu 1 millier de personnes donc, qui se sont rassemblées à la place de la nation donc pour manifester leur soutien au push. À Kaya, c'était pareil, où donc nos correspondants ou nos collaborateurs sur place ont pu nous envoyer des réactions. C'était également pareil, donc des réactions de joie. Pareil à Waïgouya et à Fada, où nos correspondants ont pu également sonder les populations, nous envoyer des réactions. Donc on peut dire que dans presque toutes les villes du Burkina, l'adhésion semble être unanime, et voilà, même si aucun événement ne peut satisfaire tout le monde à 100%. Alors ça, ce sont des réactions populaires. Donc on a pu constater à travers des manifestations populaires. Au niveau des OSC, il y a eu également des réactions, certaines par des conférences de presse, d'autres par des déclarations. Par exemple, à Ouaga, le mouvement Sauvons le Burkina, ce mouvement-là qui est initiateur de la marche du 27 novembre passé et aussi de la marche du 22 janvier passé avec, bien sûr, d'autres organisations de la société civile. À ce mouvement-là, le mouvement Sauvons le Burkina, a donné une conférence de presse hier à Ouagadougou où il exprime son soutien total donc au coup d'État parce que pour le moment souvent le Burkina, le soutien donc à la junte doit se faire sans concession. Voilà, il trouve l'action militaire comme étant le parachèvement donc de ce que eux, ils ont commencé depuis un certain temps, donc ces manifestations dont j'ai parlé au début. Pareil pour la COPABF qui soutient
mais se montre un peu réservé en attendant de savoir quelles seront les premières actions donc, de la junte au pouvoir, donc la COPABEF qui soutient et invite ou met en garde la junte contre l'oubli des aspirations populaires. Donc la COPABEF attend un peu la junte au pied du mur, si on peut le dire ainsi. Déjà, cette organisation de la société civile qui se veut panafricaniste a dit se mettre du côté du peuple. Donc c'est une manière de dire à la junte, n'oubliez pas les aspirations donc, du peuple, on vous suit et en attendant donc de savoir quelle direction vous allez prendre. C'est ce que ça veut dire un peu. Alors, le ballet citoyen, par exemple, n'a pas eu une réaction officielle à ma connaissance, mais j'ai vu la réaction de son porte-parole. Donc, c'est une position qui ne peut pas être loin de la position officielle donc, de cette OSC, qui dit que tout cela est arrivé parce que le régime MPP a oublié un peu les aspirations de l'insurrection populaire de 2014. Donc, c'est quelque chose qui n'étonne pas Serge Bambara, dit se moquer du ballet citoyen, et dont on peut voir la réaction dans les journaux quotidiens donc, ce matin. Okay. Donc, j'ai dit, ce n'est pas la position du ballet citoyen, mais il ne saurait, en tout cas, s'en éloigner, j'imagine. Alors, ça, c'était en ce qui concerne les réactions des OSC. Côté parti politique, il y a également des réactions. Par exemple, le PDS, la FIA, le FPR, le MRB, la LIAD, certains de ces partis-là ont donné des conférences de presse hier, surtout le PDS, la FIA, avec deux autres partis, qui a donné une conférence de presse pour manifester tout son soutien donc, à la junte militaire. Le PDS, la FIA, il faut le rappeler, c'est un parti qui était auparavant affilié à l'alliance des partis et formations politiques, membres de la majorité présidentielle, la PMP, mais qui s'en est retiré récemment. Donc, ce parti soutient totalement donc, l'action militaire. Pareil pour les FPR, comme je l'ai dit, les FPR de Aristide Ouedraogo, le Front patriotique pour le renouveau, qui, à travers une déclaration, a manifesté tout son soutien donc, à la junte. Vous vous rappelez que un peu avant les élections de 2020, le FPR avait appelé l'armée à prendre ses responsabilités, ce qui lui avait valu la suspension de son parti pour 3 mois. Et donc, on pouvait s'y attendre, c'est un parti qui ne pouvait que saluer ce qui est arrivé. Voilà. Nous le MRB, le président du FPR, d'accord. Donc peut-être vous serez plus édifié. Le MRB également de Yeli Monikam, bon, qui récemment a appelé également l'armée à prendre ses responsabilités. Donc quelques jours après cela est arrivé, on pouvait s'attendre également à ce que ce parti salue un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà un peu ce que disent certains partis. D'autres partis comme le Sens, le Parent, le PDS, l'APR Tilgré, condamnent ce qui s'est passé. Donc, ils condamnent le coup d'État. Ils mettent en garde contre la restauration du pouvoir Compaoré. Voilà, parce que ce sont des spéculations également qu'on attend, même si ça reste au stade des spéculations, parce que ça va étonner tout le monde si ceux qui sont aux affaires aujourd'hui s'inscrivent dans cette logique, et je crois que c'est vraiment très très improbable, mais bon, ce sont des craintes légitimes à respecter. Et en tout cas, ils mettent également en garde contre l'instauration d'un régime arbitraire. Bon, ça aussi, c'est la crainte que de certaines personnes, parce que les régimes militaires, souvent, on sait où ça peut conduire. Mais bon, actuellement, nous avons des militaires vraiment civilisés. Ce sont des intellectuels. Ils sont assez intelligents pour ne pas s'inscrire dans cette dynamique de l'instauration d'un régime arbitraire. Mais c'est une crainte qu'ont exprimé donc ces partis que j'ai cités, ces 4 partis, à savoir le Sens, le Parent, le PDS et l'APR Tilgré. Donc, ces partis qui ont fait une déclaration commune, et ils appellent également à la restauration rapide de l'ordre constitutionnel. Voilà. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les réactions des partis politiques. À l'international, il y a également des réactions, et je vais m'attarder plus sur la réaction de la CEDEAO. La CEDEAO qui condamne, bon, c'est une condamnation principielle, parce que par principe, voilà, c'est toujours comme ça que la CEDEAO réagit au coup d'État. Donc la CEDEAO qui condamne et qui prévoit dans les jours à venir un sommet sur le Burkina Faso. Bon, on attend de voir quelles seront les décisions qui seront prises, et on peut espérer que la CEDEAO ne va pas perdre de vue le tollé que les sanctions contre le Mali ont pu créer.
Voilà, parce que si la CEDEAO oublie cela et se montre un peu sévère contre le Burkina, bon, cela pourrait encore enlever, enlever beaucoup à sa crédibilité, en tout cas qu'il ne reste même plus assez, si on peut le dire ainsi. Voilà. Donc, actuellement, les yeux sont rivés sur la perspective. C'est comme dit bien les titres de l'Observateur par là ce matin, avènement du MPSR et maintenant on fait quoi? On fait quoi? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose actuellement. On a les yeux rivés un peu sur la perspective. On attend de voir un peu quelles seront les premières actions du MPSR. Hier déjà, la junte a rencontré la hiérarchie militaire et les différents secrétaires généraux des différents militaires. Donc ces secrétaires généraux des ministères qui sont chargés d'expédier les affaires courantes en attendant peut-être la mise en place d'un gouvernement de transition. On attend de voir ce que ça va donner. Mais en matière de transition, le Burkina a une expérience en la matière. Je crois que ça ne devrait pas poser problème. Il suffit juste de regarder dans l'histoire récente. Et on ne dira pas qu'il faut faire un peu exactement. Parce que si ce qu'on a pu faire dans l'histoire récente avait réussi, peut-être qu'on n'en serait pas encore là. Donc il suffit de regarder. Mais il ne faut pas y perdre de vue. Il suffit d'y regarder, d'y jeter un regard et d'essayer donc de tirer les leçons pour enclencher une dynamique qui va faire qu'on ne va plus retomber dans ces mêmes travers. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut espérer, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à cette junte qui vient de s'installer. Ne pas perdre de vue les aspirations du peuple, ne pas tendre vers l'instauration d'un régime arbitraire ou trop autoritaire comme on le dit également. Et voilà, c'est que tout ce qui va se faire se fasse dans le consensus, que voilà, on tire les leçons du passé pour ne pas que après cette transition, on soit encore obligé de sortir dans la rue pour chercher des dirigeants ou que les militaires soient obligés de s'introduire dans la vie politique pour encore prendre le pouvoir par les armes. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'on fasse une vraie refondation, voilà, et pour jeter les bases d'une vraie démocratie au Burkina Faso, qui puisse nous permettre donc le développement. Nous allons poursuivre, et là on parle des frontières réouvertes, mais quand même avec des restrictions. Oui, mais avant de parler des frontières, il y a un aspect que j'allais oublier, que beaucoup de gens relèvent aujourd'hui. On sait tout ce qui a conduit à cela, c'est l'incapacité des dirigeants qui étaient là à nous sécuriser, à lutter contre le terrorisme. Donc ça également, c'est l'une des toutes premières aspirations donc, du peuple burkinabé. Et je crois que tout le monde attend la junte qui est là, sur ce terrain-là. Donc on attend également de savoir quelles seront les actions qui seront donc déployées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. C'est une forte aspiration également du peuple. Voilà. La deuxième question, la réouverture donc des frontières. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que dans un communiqué, le MPSR a procédé donc à la réouverture totale des frontières aériennes. Mais en ce qui concerne les frontières terrestres, il y a eu, c'est juste des restrictions, si on peut le dire ainsi, parce que les frontières terrestres restent fermées. Et, donc, mais cette fermeture ne concerne pas les véhicules humanitaires et les véhicules transportant les denrées de première nécessité et les véhicules transportant les produits et équipements destinés aux forces de défense et de sécurité. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu par rapport à la réouverture des frontières. Une réouverture totale pour les frontières aériennes, mais un peu partielle pour les frontières terrestres. Ok, et pour les cours restent suspendus? Oui, les cours restent suspendus. Ça, c'est un communiqué du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qui le dit. Donc, le secrétaire général qui assure les affaires courantes, comme on le dit, puisque c'est le ministre sortant, le professeur Waro, qui avait pris un communiqué pour suspendre les cours lundi et mardi. Donc, le SG a prolongé un peu cette suspension hier. C'est sûr que c'est à l'issue de la rencontre avec le MPSR, puisque c'est ce qui a été donné également comme information, cette rencontre avec les secrétaires généraux des ministères. Donc, le professeur Khalifa Traoré a pris un communiqué pour prolonger
Donc la suspension des cours jusqu'à samedi. Donc cette semaine, il n'y a pas cours au Burkina. C'est ce qu'on peut dire. On attend de voir d'ici samedi s'il y aura un communiqué qui va venir dire que les cours pourront reprendre lundi prochain. Ok. Et pour terminer, polémique sur les tests Covid-19 au Cameroun, donc où se tient la CAN, Samuel Eto'o réagit. Oui, c'est vrai que nous vivons en tout cas des événements politiques au Burkina, mais on ne va pas perdre de vue la Coupe d'Afrique des Nations parce que voilà, nos braves étalons y sont et c'est une actualité également qui nous intéresse. Donc il y a cette polémique autour des tests Covid parce que c'est un constat que tout le monde a fait. Le pays organisateur, le Cameroun, est soupçonné de manipuler donc ces tests. Parce qu'on a constaté qu'à chaque fois que le Cameroun doit croiser une équipe, on a des joueurs de l'équipe adverse qui sont testés positifs au Covid-19 et qui sont donc déclarés out pour le match. Mais bizarrement, aucun joueur camerounais n'est testé positif au Covid-19. Donc c'est quand même suspect. Et il y a cette polémique qui a fait réagir le président de l'Africa Foot, la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a donné une conférence de presse hier pour rassurer, pour dire un peu que ce n'est pas leur manœuvre. Voilà, les tests sont faits par un laboratoire donc indépendant. Mais ce qu'on apprend également, c'est que la CAF... Un laboratoire indépendant de quel pays? Oui, je crois, oui, demande, c'était un laboratoire suisse, si j'ai bonne mémoire, donc il faisait les tests. Mais ce qu'on a appris également, c'est que la CAF a décidé de changer de laboratoire. Merci. Donc, on espère que... Voilà, au moins, ça peut changer quelque chose. On espère que ça peut changer quelque chose. Voilà, parce que les suspicions étaient vraiment fondées. Pourquoi, voilà, pourquoi le pays organisateur n'a jamais eu de joueurs déclarés positifs au Covid-19? Pas de joueurs emblématiques, en tout cas, à notre connaissance. Donc, c'est quand même suspect. C'est quand même suspect. Je rappelle que le Burkina Faso a été le premier pays à crier au scandale lorsqu'au match d'ouverture, nous avons eu au moins 5 joueurs et le coach qui ont été déclarés positifs au Covid-19. On avait essayé de rassurer, la CAF avait essayé de rassurer en disant que le laboratoire en question était indépendant. Bon, malheureusement, la polémique s'est amplifiée, surtout avec le match Cameroun-Comores où il y a 12 joueurs, y compris tous les gardiens des Comores qui étaient déclarés positifs au Covid-19. Vous avez vu ces défenseurs qui s'est transformé en gardien et tout ce que ça donnait, tous les spectacles que ça donnait. Bon, aujourd'hui, tous les Africains amoureux du football disent bravo à l'équipe comorienne, même si sur le terrain, c'est le Cameroun qui a gagné, et difficilement d'ailleurs, malgré l'absence de beaucoup de joueurs et de tous les gardiens. Donc, on espère que le changement des laboratoires viendra donc mettre fin à cette polémique et que les phases qui viennent là ne seront plus troublées par ces cas positifs de Covid-19 dans les différentes équipes. Bien sûr, je suis allée retrouver rapidement un peu les détails que les gens ont publiés sur les réseaux sociaux, détails sur les matchs du Cameroun. Contre le Burkina, 5 joueurs du Burkina testés positifs. Voilà. Contre l'Éthiopie, 8 joueurs de l'Éthiopie testés positifs. Contre le Cap-Vert, 2 joueurs du Cap-Vert testés positifs. Et pour le 8e de finale, contre les Comores, 12 joueurs des Comores testés positifs, dont justement tous les gardiens. Bon, écoutez, on a quand même on a raison de se poser des questions. C'est trop suspect. Donc, et ce qui est important, aucun joueur camerounais. C'est ça, en fait, de l'autre côté. C'est vraiment, c'était des suspicions fondées. C'est vrai que le président de l'Africa Foot a essayé un peu de rassurer, de se dédouaner, mais il y a que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On attend de voir surtout ce que le nouveau laboratoire que la CAF va choisir dira pour les matchs à venir. C'est sûr que on sera très regardant sur surtout les tests du prochain adversaire du Cameroun. On attend de voir. Merci bien, décidément. En tout cas, en attendant, on dit bonne chance aux Italiens qui jouent samedi. Oui, les Italiens qui jouent samedi contre la Tunisie. Alors, ça ressemble un peu à la configuration de la CAN 2017. On avait également croisé la Tunisie à ses phases d'élimination directe. Et heureusement, on avait gagné. On espère que cette année, voilà, on va encore battre la Tunisie pour se qualifier en demi-finale. Ça va donner un peu de joie quand même au Burkinabé qui vit une situation difficile. Merci à toi, Kambou, pour ces analyses. Merci bien. Reste avec nous, nous voyageons ensemble puisque nous allons jeter un coup d'œil au niveau de quelques vies d'affaires. Question de découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui.
La société IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Et comme annoncé, notre invité est bien installé sur ce plateau, le docteur Aristide Ouedraogo, président du FPR, est notre invité. Nous le retrouvons juste après cette vidéo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le président du FPR, le Front patriotique pour le renouveau, Dr Aristide Ouedraogo est notre invité de ce jour. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Il faut rappeler que le FPR est un parti politique qui se déclarait donc de l'opposition, même si ce parti n'était pas affilié justement au CFOP, le chef du fil de l'opposition. Et ce parti a demandé il y a bien longtemps la démission de l'ex-président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. On va dire que c'est acté suite donc à ce coup de force, ou ce coup d'État donc perpétré par le MPSR. Donc nous parlons donc du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Nous en parlons avec notre invité puisqu'on parle d'actualité, de la situation nationale et surtout de ce communiqué du FPR qui soutient donc la junte militaire au pouvoir aujourd'hui. Docteur Aristide Ouedraogo, on va dire que le Burkina Faso est géré aujourd'hui par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Quel est votre avis sur ce coup d'État? Déjà, ce qu'on constate, en tout cas au jour d'aujourd'hui, c'est le MPSR qui dirige notre pays pour assurer la continuité de l'État. Donc hier, il y a eu un certain nombre de rencontres avec les secrétaires généraux et aussi avec la hiérarchie militaire. Mon avis personnel, c'est que à leur corps défendant, certainement, les militaires étaient obligés de prendre leurs responsabilités
ça et là, certainement qu'on parle de coup d'État, mais nous avons constaté que le président Roch Marc Christian Kaboré a clairement acté sa démission. Et donc j'ai, en tout cas, en parcourant clairement la démission qu'il a couchée sur papier, je pense qu'il a couché de manière très digne en tant qu'ancien président de la République. Et c'est tout à son honneur également. Et quelque part, quand même, on l'a forcé. Hein. Forcément, on l'a forcé. Parce que quand vous êtes détenu, peut-être, ou quand vous avez quand même des militaires autour de vous qui disent ouvertement qu'ils veulent prendre le pouvoir, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'il ne faut pas forcément écrire à main levée rapidement sa lettre de démission, signée et voilà? Quand on parle de forcer, il faut voir jusqu'à quel niveau c'est parti. Certainement, les circonstances nous conduisent vers là. Mais l'histoire nous montre également que en Guinée voisine, le président Alpha Condé, lorsqu'il a été également arrêté par les militaires, a purement et simplement refusé de signer en fait sa démission ou de déclarer qu'il démissionnait de lui-même jusqu'à ce que les tractations se continuent sur plusieurs jours et même voire plusieurs semaines avant que cela ne soit acté. Donc lorsqu'on me dit aujourd'hui que parce qu'il a été forcé, il était automatiquement contraint dès le lendemain de pouvoir coucher ça sur papier, mais si lui-même en tant que patriote, il constate que la marche arrière n'était plus possible, bon, c'est vrai que les circonstances nous conduisent vers là, mais il a certainement dû constater de lui-même que la marche arrière n'était plus possible et qu'en bon burkinabé, en bon patriote, il a estimé qu'il était nécessaire également de le faire. Parce que quand on repart aussi dans l'histoire politique de Burkina Faso, parce que moi j'estime surtout que c'est la bonne manière de procéder, parce que naturellement il pouvait refuser, mais à quoi bon? Et ça devait nous conduire où? Quand on regarde le premier président de Burkina Faso, le président Maurice Yamiogo, suite à un soulèvement populaire, oui, c'est également une manière forcée, c'est une contrainte qui est venue de la rue. Les populations ont appelé l'armée à prendre le pouvoir, l'armée a pris le pouvoir, mais le président Maurice Yamiogo a également dit qu'il démissionnait pour éviter un bain de sang, toute effusion de sang. Ça a été également le cas du président Blaise Compaoré pour une histoire assez récente en 2014 qui aurait pu résister également, mais qui a décidé de démissionner. Donc je pense que ça permet certainement d'assurer la continuité, de ne pas faire souffrir le peuple burkinabé. Moi je vois ça comme ça. Et pour revenir aux raisons, selon vous, qu'est-ce qui a emporté le président Roch Marc Christian Kaboré? Pour les raisons, oui, lorsque l'international parle par exemple de coup d'État, oui, c'est vrai que lorsque un nom est acté, un nom est donné, on utilise pratiquement ce nom. Mais il y a une circonstance assez particulière et exceptionnelle dont il faut faire la part des choses. Alors, vouloir être assoiffé de pouvoir, vouloir prendre le pouvoir et monter toute une stratégie dans l'intention de prendre uniquement le pouvoir par les armes parce qu'il y a juste une envie de gouverner et de déposer quelqu'un qui a été également élu est différent de la situation particulière. C'est vrai qu'on sent et on sait qu'il a été arrêté, mais c'est différent de la situation particulière dans laquelle le Burkina Faso se trouve. La situation particulière, pourquoi? On a eu une montée en flèche de l'insécurité, avec la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dont l'attaque, en tout cas pour un passé récent d'Inata, avec son lot de désolation que nous connaissons. Les attaques ont continué également. Et quand on regarde sur le terrain, au-delà des populations civiles, ce sont essentiellement les hommes de tenue, dont notamment les corps paramilitaires, les corps militaires qui souffrent sur le terrain et qui meurent, qui sautent sur des mines improvisées, des mines artisanales. Mais c'est peut-être parce que ce sont les militaires que les gens n'arrivent peut-être pas en fait à asseoir la particularité de la situation. Si je prends par exemple le corps de la presse ou des médias, où au niveau civil, les organisations sont organisées en fait en corporations. Il y a des syndicats. Si on tente de toucher aujourd'hui à une corporation telle que les journalistes ou les médias, vous allez voir tout de suite qu'ils vont se réunir. S'ils souffrent jusqu'à un certain niveau, pour dire au pouvoir, nous ne pouvons pas accepter. Mais les militaires ne sont pas organisés comme ça. Il n'y a pas de syndicats à leur sein. Ils n'ont pas de possibilité de s'exprimer. Il y a une discipline obligatoire. Donc ils doivent souffrir en fait en silence. Mais si ça ne va pas, et qu'ils continuent de mourir en tant que Burkinabés, jusqu'à quand ils peuvent résister? Et jusqu'à quand ils peuvent résister, c'est le dénouement que nous avons connu. Voici C'était la seule voie pour vous. Hein.
Non, pas pour moi la seule voie. Je ne fais que constater en essayant d'analyser. Pas pour moi. Certainement, quand il y a une situation qui est là, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Par exemple, je sais que lorsque le président Blaise Compaoré était là, sur la base des questions de mécontentement sociaux liés à un certain nombre de revendications sociales, il y a eu une mutinerie en 2011 également. Donc, il y a plusieurs voies. Mais lorsqu'on a l'impression que le régime qui était là, malgré tous les castings, malgré tous les changements, le président, l'ancien président, Roch-Marc Christian Kaboré, lui-même a été ministre de la Défense par combien de fois? Par 4 fois. Donc finalement, on arrive à se dire qu'il n'y a pratiquement plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et certainement, au sein de l'armée, on s'est dit que la dernière solution, parce qu'ils souffrent d'équipement, ils souffrent d'un accompagnement, en tout cas d'une absence d'accompagnement sérieux sur le terrain qui puisse les empêcher ou les permettre de pouvoir remporter sérieusement des victoires. Ce qui n'était pas du tout en fait là. Mais ils se sont certainement dit, c'est peut-être parce que nous-mêmes nous ne sommes pas à la commande. Compte tenu du fait qu'on souffre d'une situation sécuritaire, si nous sommes à la commande, nous saurons exactement quels sont les équipements qu'il faut doter aux armées, quelles sont les stratégies qu'il faut appliquer sur le terrain pour pouvoir gagner effectivement cette guerre assez difficile. Peut-être que, en tout cas, c'est cette réflexion qui a prévalu. Votre parti, le FPR, a produit un communiqué pour annoncer donc son soutien sans faille aux militaires, aux forces armées nationales au pouvoir aujourd'hui. Ça veut dire que vous soutenez ouvertement le coup d'État. Ce que je constate, et comme je l'ai dit, il faut vraiment qu'on reste dans le processus. Il y a eu une arrestation du président Roch-Marc Christian Kaboré qui aurait pu, en tant que citoyen, on connaît dans l'histoire, l'homme reste un homme. Il aurait pu refuser de démissionner, mais il a remis sa démission au peuple burkinabé. À partir du moment où il a remis sa démission au peuple burkinabé, on ne peut que constater en fait cela. Maintenant, c'est le MPSR qui a assuré son communiqué de manière officielle. Faut-il aujourd'hui se braquer, ne pas tenir compte du caractère exceptionnel de la circonstance, refuser d'accompagner effectivement ces militaires qui sont également des Burkinabés ou vouloir se camper sur des positions idéologiques inutiles? Il faut être réaliste. Et ce même réalisme conduit, ça aurait été justement un étonnement que le FPR, qui est mon parti, ne s'aligne pas dans cette position. Parce que 2019, avant que les militaires n'agissent, ça a été un processus conduit et mené par des civils dont mon parti a été pratiquement le leader dans cette logique. Parce que le FPR, depuis 2019, a constaté que l'équipe qui était là a montré en tout cas un certain nombre d'insuffisances et qu'il était nécessaire pour nous que cette équipe puisse démissionner d'elle-même de manière patriotique pour permettre à d'autres Burkinabés. Mais si aujourd'hui ce sont des militaires qui sont là, nous on ne regarde pas la coloration, ce sont des Burkinabés. Le plus important, c'est que le Burkina sorte de cette turpitude, le Burkina sort de cette situation difficile. Quel que soit le Burkinabé qui est là, il est important aujourd'hui de le soutenir pour que le pays sorte. Parce que refuser de le soutenir, c'est comme si on chercherait à enfoncer davantage le Burkina. Et pour cela, je réaffirme en tout cas le communiqué du FPR, la déclaration du FPR, nous allons soutenir les militaires qui sont là de manière officielle, tant qu'ils auront besoin de nous, ou tant qu'ils n'auront pas besoin de nous. En tout cas, nous allons soutenir cela jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'ils apportent la preuve qu'ils ne sont pas là pour le bonheur du peuple burkinabé. En ce moment, nous n'allons plus les soutenir. Nous n'avons pas cette preuve, mais nous ne pouvons que leur accorder le bénéfice du doute. Et vous avez parlé tantôt d'idéologie. Pour certains, un coup d'État, c'est un recul démocratique. C'est-à-dire que la démocratie est un processus dynamique. Ce n'est pas un processus statique. La démocratie est un processus qui se construit. Quand on regarde dans l'histoire politique du Burkina Faso, quelle démocratie était servie? Oui, on avait un semblant de démocratie. Mais est-ce que lorsqu'on repart dans les profondeurs de la démocratie, c'était une démocratie qui pouvait servir en fait le peuple burkinabé? Lorsqu'on organise des élections pour permettre uniquement, je ne cite pas de nom, je ne parle pas de régime. Et je ne parle précisément pas de régime Kaboré. Parce qu'ils sont venus, il y a un système qui était mis en place, ils ont continué avec ce système. Mais bien avant, mon parti, le FPR, a clairement dénoncé ce système, a dit qu'il faut
forcément qu'on change en fait de système. Que ce soit avec le militaire ou la continuité, nous restons dans cette logique parce que le système démocratique qui est là aujourd'hui, qui est servi au Burkina Faso, non seulement n'est pas une démocratie dans la profondeur, est une démocratie de façade, est une démocratie hypocrite. Et il faut qu'on soit sincère envers nous-mêmes. Quel que soit le dirigeant qui est là, lorsqu'on va dans le processus démocratique, on ne peut pas tailler les lois en fonction du dirigeant qui est là pour uniquement arranger le dirigeant et ses clans. Ce n'est pas possible. La démocratie est là pour servir l'intérêt général du peuple burkinabé, pas pour des dirigeants ou des non-dirigeants. Lorsqu'on organise des élections, on doit organiser des élections de manière impartiale pour que le dirigeant lui-même qui est là au moment T se dise que s'il ne mouille pas le maillot, il risque de perdre les élections. Mais lorsqu'on a l'impression que les dés sont pipés d'avance, les carottes sont cuites, quelle démocratie voulez-vous servir au peuple burkinabé pour qu'on continue? Qu'on continue ad vitam aeternam dans une hypocrisie, ça ne va pas. Et à un certain moment, il faut une remise en cause du processus démocratique. Vous avez vu que même sous, naturellement, le pays modèle qui essaie de donner l'exemple en matière de démocratie ou des leçons de démocratie au monde entier, dont notamment les États-Unis, à la fin, pratiquement, de la présidence du président Donald Trump, vous avez vu que le symbole de la démocratie américaine, le Capitole, a été assiégé par des manifestants qui sont rentrés totalement, en tout cas au niveau du Capitole, qui ont saccagé le Capitole, et jusqu'à présent, il y a des procès en fait en cours. Mais ça a été une journée extrêmement chaude. Donc c'est pour dire que la démocratie n'est pas un fleuve tranquille, ce n'est pas un lit tranquille où on dort, on ferme les yeux. C'est un processus dynamique qui se construit sur la base de l'aménagement en fait des erreurs pour parfaire. Mais il faut une volonté de parfaire. Parce que quand on regarde aujourd'hui, nous avons organisé des élections dont mon parti, le FPR, a décrié la manière d'organiser ces élections. Ces élections ont coupé une grande partie du territoire burkinabé et a laissé des Burkinabés en fait de l'autre côté, sous prétexte de l'insécurité. Il ne les a même pas mis en fait les conditions nécessaires pour qu'ils puissent avoir accès à des élections. Lorsqu'on partait vers le processus des élections municipales, mon parti a été encore le leader pour dire attention. Attention pour les élections municipales à venir. Les populations elles-mêmes posent problème. Vous allez organiser cela comment? Et il a fallu des remue-ménages pour que le régime qui était effectivement en fait là puisse reconnaître qu'on aille dans un premier temps, on marque une halte, avant effectivement la fin de ce régime, qu'on déclare que les élections municipales ne seront plus organisées et les élections seront différées. Mais vous voyez que naturellement, dans la mise en œuvre des processus, ça posait un problème fondamental qu'il y a lieu de réfléchir pour parfaire, parce que le Burkina Faso appartient au Burkinabé, n'appartient pas à un régime, ni à des hommes politiques, ni à X ou Y. Il faut être le plus juste possible, ou tendre vers cela pour le bonheur du peuple burkinabé. Si on veut servir la démocratie, qu'on puisse la servir correctement. Sinon, c'est une démocratie de façade qui ne sert qu'à servir les intérêts des autorités, ou en tout cas des dirigeants, mais pas l'entièreté du peuple. Et pour cela, nous, on ne peut jamais être d'accord pour ça. Alors, aujourd'hui, c'est un coup d'État consommé. Alors, de l'histoire du Burkina Faso, quand même, ça fait beaucoup de coups d'État, au moins 9 coups d'État. Et aucun président burkinabé n'a pu quand même terminer son mandat. Ça commence à faire trop quand même. Je suis entièrement d'accord, ça c'est un processus assez regrettable lorsqu'on regarde pour l'histoire politique du Burkina Faso. Effectivement, aucun président de la République n'a pu achever totalement, je ne parle pas d'un mandat, en tout cas sa présidence. S'il devait faire un mandat, c'est-à-dire qu'au terme de ces un mandat, il y a toujours un problème, il n'arrive pas à passer le témoin d'une manière démocratique. Mais ce qui montre justement, et ce qui crédite totalement, ce que je venais de dire, peut-être que le Burkina Faso n'a pas creusé la profondeur du processus démocratique pour asseoir des bases solides. Parce que lorsqu'on arrive à asseoir des bases superficielles, pour servir des intérêts ou des clans, naturellement cela crée des mécontentements et ça crée un sable mouvant sur lequel, naturellement, vous ne pouvez pas marcher en toute quiétude. Ça passe le temps à bouger. Comme on dit, si les fondations ne sont pas solides, la maison ne peut pas tenir longtemps. Il va falloir nécessairement, comme ce que, en suivant votre émission, je pense qu'au niveau en fait, de l'édito, il va falloir qu'on tire, j'ai entendu ce passage, les leçons du passé, pour savoir tenir compte effectivement du présent et inventer durablement le futur. Inventer durablement le futur de manière impartiale, en mettant en avant l'intérêt patriotique et le Burkina Faso. C'est ça qui est le plus important. Si les bases sont solides, et que les Burkinabés trouvent leur compte et leur intérêt dans le processus, je pense qu'on pourra construire durablement. Et depuis, en tout cas, cette annonce,
ou ce coup d'État, on a vu quand même des manifestants dans les rues. C'est pas seulement Ouagadougou, dans d'autres villes du Burkina Faso, manifester leur soutien à la junte militaire au pouvoir aujourd'hui. En tout cas, dire merci aux militaires donc, pour cette prise du pouvoir. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Oui, il fallait s'y attendre parce que je vous assure qu'en dehors des grandes villes, dont notamment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, il y a certaines villes qui menaçaient de tomber d'un moment à un autre. Qu'ils ne sont pas encore, les menaces sont toujours là. Mais nous osons croire que, comme je l'ai dit, comme ce sont des hommes de tenue, dont notamment les forces paramilitaires et militaires, qui meurent en fait en majorité sur le terrain, et comme ce sont des Burkinabés, nous osons croire que, compte tenu de cette particularité, ils pourront en tout cas s'engager réellement, tel que en tout cas le Mali l'a démontré, parce que le Mali, il a fallu également que les militaires prennent le pouvoir, et on constate déjà au niveau du Mali voisin des changements substantiels et notables, appréciables, malgré les sanctions que ce pays reçoit. Donc nous osons croire. Mais la liesse populaire et l'accompagnement du peuple ne fait que dénoter, en tout cas un sentiment, c'est comme un sentiment de liberté, c'est comme des personnes qui n'arrivaient plus à se projeter dans l'avenir, qui souffraient profondément, qui à partir de là peuvent espérer se projeter. Sinon, si tout le monde était dans le bonheur au niveau de Burkina Faso, je pense qu'il y a déjà eu une tentative de coup d'État ou un coup d'État qui a clairement et lamentablement échoué au niveau de Burkina Faso, qui n'a pas reçu l'accompagnement populaire, ni de liesse, ni de processus en fait, d'accompagnement dans la joie, et plutôt une réaction musclée pour faire obstacle à ce coup d'État, dont le coup d'État du général Diendéré en 2015, on se rappelle clairement, nous étions tous dans les rues pour essayer de faire obstacle en fait, à ce coup d'État. Mais c'est pour dire qu'en ce moment, le coup d'État était extrêmement malvenu. Le peuple burkinabé reste maître de son pays. Et sa réaction peut être un indicateur, peut témoigner du fait des aspirations et des attentes également de ce peuple. Et il faut en tenir compte. Est-ce que l'arrivée des militaires au pouvoir aujourd'hui est synonyme du retour de la sécurité ou de la paix? Non, ça ne peut pas être synonyme parce que le dire automatiquement serait, ne serait pas réaliste du tout. Parce qu'ils n'ont pas encore dévoilé ou étalé leur tapis de la mise en œuvre d'un certain nombre d'opérations sur le terrain. Ils n'ont pas encore fait montre de ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Nous sommes encore à quelques jours, quelques heures en tout cas, de changement de pouvoir ou de régime. Donc il va falloir qu'on attende les prochaines semaines pour voir exactement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que cette équipe, quelle que soit la volonté qu'ils ont, il faut que cela se matérialise sur le terrain et il faut qu'on arrive à un taux acceptable, substantiel, de retour de la sécurité au Burkina Faso. C'est le principal chantier. Il y a d'autres chantiers, mais le principal chantier aujourd'hui qui est non négociable, malgré l'accompagnement de mon parti, sur lesquels, en tout cas, en tant que Burkinabé, nous ne sommes pas prêts à négocier. Il faut que, en tout cas, la sécurité revienne au niveau de Burkina Faso. C'est ce que nous souhaitons. Et vous conviendrez avec nous que pour la plupart, en tout cas, des Burkinabés qui étaient dans la rue pour applaudir les militaires, c'est également leur vœu. C'est vraiment attendre les militaires au pied du mur pour pouvoir voir si la situation sécuritaire va évoluer. Alors, maintenant, pour certains aussi, pour d'autres qui sont réticents, pour eux, ce sont les mêmes militaires qui étaient pratiquement aussi au même poste. Donc, quand on subissait ces attaques terroristes depuis 6 ans, pourquoi à ce niveau, ils n'ont pas pu faire bouger les choses? Est-ce que c'est maintenant qu'ils sont au pouvoir qu'ils vont faire bouger les choses? Il faut justement rappeler que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba lui-même a été nommé récemment donc commandant de la 3e région militaire qui couvre Ouagadougou, Koudougou et Fada. Pourquoi il ne faisait pas bouger les choses à leur niveau? Mais vous avez vous-même dit que non seulement il faut qu'on reste réaliste. Pour ceux qui le disent, en tout cas, il faut qu'on reste réaliste. Il venait d'être nommé récemment. Ce qui veut dire que... Mais il a occupé, oui, quand même des postes de grande responsabilité avant de venir là, quand on s'en tient à sa biographie. Lorsque, par exemple, vous êtes au niveau d'un ministère, je veux caricaturer de cette manière, un ministère a plusieurs directions. Vous êtes directeur en charge d'une direction, avec également plusieurs directions. Il va sans dire que tout ce que vous faites est sous la coupe du ministre lui-même. Tout ce que vous exécutez sur le terrain, malgré votre bonne intention, si vous n'avez pas les équipements nécessaires,
et vous voulez déployer également vos stratégies sur le terrain, tout ce que vous déployez ne vient que du sommet, du ministre pour vous dire, voici les grandes orientations, même en tant que militaire, c'est pas parce qu'on est militaire qu'on court au hasard, et ce n'est pas possible. Le militaire ne fait que exécuter ce que l'intelligentsia politique lui dit de faire. Mais s'il se trouve maintenant que c'est le militaire lui-même qui est au poste politique le plus haut, mais naturellement nous ne pouvons espérer que les situations changent. Sinon, ces mêmes militaires qui étaient là étaient uniquement à des postes d'exécution, pas des postes stratégiques de décision. Ils n'étaient pas en mesure de décider, mais d'exécuter ce qu'un régime politique décidait au sommet et les disait de faire. Voici toute la différence qu'il faut intégrer pour pouvoir savoir que naturellement, ils étaient à ces postes, mais avec certainement beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. Parce que refuser d'exécuter ce que le régime politique vous disait de faire, c'était automatiquement se mettre sous le feu avec ce qu'on appelle en fait une indiscipline. On vous caractérise de ceci, cela, et qu'on vous enlève également en fait de votre poste, ou que même vous subissez des représailles. Mais si ces militaires au pouvoir ont une compétence quand même avérée, une compétence militaire surtout avérée, est-ce qu'ils vont pouvoir gérer le volet politique? Non, moi je ne dis pas qu'ils ont des compétences de ceci, cela. Comme ils n'ont pas encore égrené le chapelet, ils n'ont pas encore déroulé de tapis opérationnel de ce qui sera fait en termes de mise en œuvre du MPSR et les grandes lignes, je ne peux pas m'aventurer sur cela. Mais il est clair un militaire peut être bon tactiquement sur le terrain en tant que militaire, mais pas forcément bon en tant que politique. Oui, bien entendu, je suis entièrement d'accord. Mais voilà pourquoi, quelle que soit la manière ou la texture, en tout cas, d'une transition dont nous pensons que nous allons vers ce processus, il va falloir automatiquement que ce processus-là soit accompagné par des civils. Ça, c'est quelque chose, je ne veux pas dire non négociable, mais dont on ne peut pas occulter. Et quel type de gouvernement, justement... Ce sera difficile aujourd'hui que uniquement des militaires puissent... on risque très rapidement d'aller vers une dérive si c'est cette configuration. Si ça venait être cette configuration. Parlez-nous justement de votre idée de configuration. Quel type de gouvernement ces militaires doivent mettre en place pour gérer la transition? Non, je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Moi, aujourd'hui... je suis sur votre plateau en tant que président du FPR. C'est vrai que j'ai des idées pleines en fait dans la tête. J'ai mes idées aussi. Bien avant même la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. On a tous des idées de gouvernance parce qu'en tant que politique, je ne peux pas dire que c'est un travail, ce n'est pas mon travail, mais en tout cas nous sommes rompus à cela. On sait comment les choses peuvent s'organiser. Mais de manière officielle, comme l'ont dit certains politiques, d'évancer l'iguane dans l'eau ou présager, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, serait effectivement ne pas donner l'opportunité parce qu'il ne faut pas trop d'intervention également empêche les uns et les autres de pouvoir travailler sereinement. Il faut attendre de voir qu'est-ce qu'ils ont envie en fait de proposer, qu'est-ce qu'ils veulent proposer lorsqu'ils vont rencontrer les forces vives en tout cas de Burkina Faso et s'ils veulent tenir compte des avis des uns et des autres, naturellement on pourra apporter en fait nos propositions. Voilà, moi je ne peux pas les dévancer pour essayer parce que aujourd'hui c'est eux les autorités. Il va falloir naturellement qu'ils fassent montre de leur savoir-faire en nous disant dans quel sens on doit aller. Moi, je ne peux pas le faire. Mais il y a ce qu'on a l'habitude de voir, le standard aussi, un gouvernement peut-être d'union qui va regrouper plusieurs casquettes, des militaires et des civils, comme vous l'avez dit. Vous souhaitez quand même qu'il y ait des civils dans ce gouvernement. Peut-être un conseil national de la transition avec des députés plus ouverts en tout cas. Et voilà. Oui, ça, ce sont les institutions de la République. Il faut que les institutions de la République se maintiennent. Autrement, on risque, si on ne le fait pas, si on ne maintient pas un organe législatif à mesure de légiférer sur les lois effectivement de la République, si on n'arrive pas, soit on fonctionnera sur la base de la Constitution, soit on ira soit on ira sur la base effectivement dans un premier temps de la mise en place en fait d'un gouvernement, ensuite d'une charte en fait de la transition, ce qui n'a pas été le même cheminement lorsque le président Blaise Compaoré en tout cas est parti. On a d'abord mis en fait une charte de la transition qui a défini en fait les grandes lignes, comment quel devait être le profil du président de la transition, ainsi de suite. Mais le chemin peut changer. C'est-à-dire que l'achat de la transition peut venir naturellement en fait après pour définir en fait les grandes lignes de fonctionnement en fait de l'État, étant entendu que la priorité des priorités reste la question sécuritaire aujourd'hui. Mais pour l'organe législatif, s'il n'est pas mis en place, ce qui reviendra à mettre entre les mains du pouvoir exécutif
les 100%, voire les 200%, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, donc de toutes les décisions. Il reviendra naturellement en fait au président de la République de pouvoir gouverner par ordonnance, de décider par lui-même. On risque de reverser très rapidement vers un régime totalitaire. Avec les dérives qu'on connaît, ce n'est pas ce qu'on souhaite au peuple burkinabé, ce n'est pas ce qu'on souhaite au Burkina Faso. On souhaite au Burkina Faso, comme je l'ai dit tantôt, d'établir des bases solides pour se projeter sereinement dans l'avenir, pour un mieux-être, pour que le pays, en tout cas, reparte sur des rails, pour se projeter vers un avenir radieux pour le Burkina Faso. Et quelle doit être aussi l'attitude de la classe politique? L'attitude de la classe politique, moi je ne sais pas, c'est une classe politique qui est assez divisée. Donc déjà au niveau de la classe politique, vous avez une majorité hier qui réunissait en tout cas presque 95% des partis politiques de Burkina Faso, parce qu'au sorti de ces élections que nous, en tout cas en tant que FPR, nous avons décriées, vous aurez dû remarquer que la majorité de ceux qui se réclamaient même en fait de l'opposition ont vite fait de plier en fait leur bagage, de faire leur valise pour rejoindre en fait ce qui était la majorité, en tout cas pour aujourd'hui, ce qui est devenu la majorité en fait d'hier, dont notamment l'alliance des partis de la majorité présidentielle autour du parti majoritaire de MPP. Le reste de l'opposition était également pratiquement divisé en fait en deux partis, dont vous avez ceux qui étaient réunis autour du chef de file de l'opposition, dont notamment ce qu'on appelait le cadre de concertation qu'il a mis en place, qui avait le gros lot, et ceux qui disaient également qu'il était hors de question de repartir au niveau du cadre de concertation autour du chef de file de l'opposition, qui se sont assumés tantôt dans ce qu'on appelle l'ONA. Voilà, donc l'opposition non affiliée, ou d'autres également qui n'étaient pas au niveau en fait de l'ONA, en tout cas dont je fais partie de ceux qui n'étaient pas autour du chef de file de l'opposition. Je peux dire que nous sommes arrivés à cette situation malencontreuse également, parce que, en tout cas ça je l'affirme avec force et vigueur, parce que nous avons eu, il n'est plus question de chef de file de l'opposition aujourd'hui, ça au moins c'est clair, l'Assemblée nationale étant dissoute, et le poste ou le titre de chef de file de l'opposition étant intimement adossé à l'Assemblée nationale, ben, naturellement, il n'y a plus de chef de file de l'opposition aujourd'hui. Mais en son temps, c'est parce qu'on a eu aussi un chef de file de l'opposition qui ne s'est pas clairement assumé dans ce rôle. Alors, qui a flirté énormément dans une certaine, en tout cas, complicité avec le régime qui était là, et nous sommes allés vers ça. Parce que pour qu'on n'aille pas vers des dérives, il faut naturellement une opposition qui joue également son rôle. Et voilà. Ça devrait être le cas avec les militaires, selon vous? Je ne sais pas si à leur niveau, comme naturellement, peut-être que quand on parle en fait de transition, est-ce que c'est un pouvoir d'exception? Quelle va être la configuration de la transition? Quelle va être la place des partis politiques? Je ne sais pas, c'est à eux de définir cela. Alors, docteur Aristide Ouedraogo, est-ce que vous pensez que le coup d'État au Burkina a été inspiré par le coup d'État au Mali ou en Guinée? Certainement pas inspiré, mais ça a été un cas d'école. Un cas d'école parce qu'à partir du coup d'État au Mali, je suivais un élément sur les médias occidentaux qui parlait d'épidémie en fait de coup d'État. On parle d'autres pays, d'autres nations dont il est possible en tout cas également, on attend les informations. Il y a des gens qui se projettent... Voilà, qu'ils aillent en fait dans ce sens parce qu'on sait que ça bouillonne également. Mais à partir du Mali, bon, on a vu en fait la Guinée. On sait certainement... parce qu'avant cela, certains s'étaient dit que c'était plus du tout en fait possible. Et même certains militaires s'étaient dit, bon, si ça arrivait, comment on fait, c'était plus possible. Mais comme il y avait un cas d'école, il y a eu un cas d'école, ben, on s'est également dit que c'était finalement possible, en tout cas de pouvoir s'affirmer dans ce sens. Et ben, on a vu, en tout cas, ce que nous avons vu et ce que nous vivons à l'heure actuelle. Et la CEDEAO a condamné bien sûr ce coup d'État et annonce donc un sommet qui va examiner justement le cas du Burkina Faso. Est-ce qu'il faut s'attendre encore ou aussi donc à des sanctions? Oui, certainement, la CEDEAO est dans son rôle, même si j'estime que les sanctions qui ont été prises contre le Mali récemment, en tout cas sont des sanctions ou en tout cas une réaction assez disproportionnée par rapport à ce que le peuple malien a vécu, par rapport à ce que le peuple malien subit. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans une cour, vous connaissez vos réalités, vous vivez vos réalités.
le voisin qui est de l'autre côté ne vit pas réellement vos réalités. Donc, il peut imaginer un certain nombre de processus et s'il se met ou s'il s'arroge la capacité de pouvoir décider d'un certain nombre d'éléments ou un certain nombre de sanctions liées en fait au quartier ou dans l'environnement dans lequel vous vivez, s'il ne vous écoute pas suffisamment ou il n'intègre pas les réalités, naturellement, il va prendre des mesures en déphasage avec vos réalités. Au niveau de la CEDEAO, ils ne vivent pas les réalités de ce que les populations du Sahel vivent aujourd'hui par rapport en fait à l'insécurité. C'est ça qui est, en tout cas, la donnée qui n'a pas été suffisamment intégrée. Sinon, si on intégrait cette donnée, il devrait effectivement prendre des sanctions relativement moins lourdes, ou en tout cas des sanctions, je ne dirais pas, il n'y a pas de sanctions acceptables, mais en tenant compte de la souffrance des populations. Ça ne sert à rien de coincer, de serrer en tout cas les vis pour des populations qui souffrent énormément, des gens qui meurent, des veuves par-ci, des orphelins en fait par là, des veuves par-ci, des populations qui passent le temps à pleurer. On ferme les frontières, on empêche effectivement les vivres de continuer en fait à rentrer. Bon, c'est comme si on veut asphyxier définitivement. Et d'un point de vue même humain, ce n'est pas acceptable. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Docteur Ouédraogo, quelle doit être la durée, en tout cas pour vous, quelle est la durée idéale que devrait prendre donc la transition et quelles sont les missions principales que devrait justement opter cette transition? En tout cas, je peux vous affirmer que nous avons notre petite idée là-dessus. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas, aucun Burkinabé ne peut se mettre au-dessus en fait des autres. Voilà, donc ça va être assez difficile. Nous sommes déjà vers un début. Il faut une large concertation à ce niveau pour qu'on puisse avoir des décisions qui vont tenir compte de l'intérêt général du peuple burkinabé. Nous avons notre petite idée et des propositions, si on nous pose la question, si on demande notre contribution, on pourrait effectivement déposer ces propositions sur la table. Mais comme les autorités du moment ne se sont pas encore prononcées, ça va être difficile pour nous de nous prononcer à ce niveau. C'est des propositions que, ce sont du moins des propositions que vous ne voulez pas détailler sur le plateau de Bonjour de Faso? Parce que simplement, c'est juste dans le respect que nous devons en fait à toute autorité, même en n'étant pas en fait d'accord, comme je l'ai dit tantôt, la manière dont le président Roch-Marc Christian Kaboré a couché sur papier sa démission, quand je l'ai lu, j'ai estimé que, en tout cas, c'était une manière digne d'écrire, suivant le respect que je lui dois également, parce que, indépendamment de sa personne, il faut respecter toujours en fait la fonction. C'est le même respect, je peux être en désaccord, mais c'est le même respect que j'ai également envers les nouvelles autorités. Donc je ne peux pas, nous pensons en tout cas qu'au terme de 6 mois, 1 année, ça va être difficile, mais donner une... 3 ans, parce que nous sommes en 2022 par exemple. Est-ce que par exemple, si la jeune décide d'organiser des élections en 2025 comme ce qui était prévu, peut-être 3 ans, est-ce que c'est raisonnable selon vous? Ça peut être discuté, Maintenant, si nous sommes invités à la table de discussion, nous allons clairement nous vider à ce niveau. Mais pour l'heure, ce serait assez prématuré et prétentieux pour nous de donner déjà des grandes lignes par rapport à une durée quelconque. Docteur Aristide Ouédraogo, est-ce que vous espérez un poste dans cette transition qui va certainement débuter? Espérer un poste, moi je dis aussi simplement que je suis disponible et mon parti est disponible. Nous avons clairement dit que nous voulons accompagner ce processus. Qu'on l'accompagne dans notre rôle, qu'on l'accompagne en étant en fait à la maison ou qu'on accompagne au niveau des postes qui viendraient à nous être en fait proposés, nous sommes disponibles. Maintenant, il revient naturellement à ces autorités de pouvoir décider. Nous, on ne peut pas décider aujourd'hui et nous nous soumettrons en fait à cela. Si on estime que on doit accompagner à l'extérieur en n'ayant pas en fait de poste, on ne va pas se dédier. Parce que lorsque vous suivez la ligne en fait du FPR, c'est un parti qui a été suffisamment cohérent. Moi-même, je suis cohérent au niveau de mes propos. Depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas vacillé. Quand on a demandé la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré, certains nous ont clairement dit au Burkina Faso que ça relevait de l'utopie, du rêve, et que ce n'était pas du tout en fait une réalité, ce n'était pas en phase. Parce que les uns et les autres s'accrochaient beaucoup plus en fait à leur intérêt. Mais tout ce que mon parti politique a dit aujourd'hui, pour ceux qui veulent être réalistes au niveau du Burkina Faso, il est clair que ça s'est retrouvé être en fait la vérité. Voilà, et je veux rester en fait sur cette ligne aujourd'hui. Donc s'il n'y a aucun poste où on ne demande pas au FPR de venir accompagner de manière active le processus, nous allons rester dans le soutien de ce processus. Sinon, si on vous demande de venir soit au gouvernement, soit à l'Assemblée ou au Conseil national de la transition, Dr Aristide Ouédraogo se tient prêt.
Bien entendu. Merci bien entendu. d'être Si on passé. ne nous demande pas aussi, on ne demande pas. Merci d'être passé. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions pour vous Dr Aristide Ouedraogo. Il est le président du FPR, le Front Patriotique pour le Renouveau. Il faut rappeler que ce parti politique soutient justement donc les forces armées nationales et ce coup d'État donc perpétré par le MPSR. C'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous marquons une petite pause musicale, le temps de retrouver d'autres invités. Tout ce qui pourrait demain nous rassembler. L'homme a trop brisé cette chaîne d'unité. Et l'on s'étonne que le monde n'avance qu'avec l'envie de s'opposer. C'est one love, c'est one drop. Les divisions c'est pull up. J'attrape love, je wake up. Mon cœur de chante se make up. Et si l'on crie avec notre cœur, one love, c'est pour voir nos enfants le sourire en Range Rover. Let them pass all their dirty remarks. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless sinner who has hurt all mankind just to save his own? Believe me. Blessed love by Jah Rastafari, Alice last year the first year man. Give thanks and bebo, get you faliaba. Better chidi. Yaba Mamia Sougli, Tintin Sougli, Kije Sougli, Tipalani Balondiro, Eidondiro, Sabu Mine, Sukabe Aduna, Hana Yimbe Wayontira, Hana Yimbe Baron. Nous sommes mercredi, la chronique de tous les mercredis, c'est la chronique Question de droit. On se retrouve juste après ça. Et dans la chronique Question de droit, aujourd'hui, nous recevons M. Dieudonné Lankwandé, juriste numérique et directeur général de Faso Légal. C'est une structure qui a lancé un centre d'appel dénommé Sorigal. Et nous allons découvrir justement de quoi il s'agit avec notre invité. Bonjour à vous, M. Lankwandé. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes juriste numérique. Oui. C'est quoi un juriste numérique? Alors, un juriste numérique, d'abord, je vous remercie pour l'occasion. Et pour revenir sur la question, un juriste numérique, c'est quelqu'un qui a fait le droit et qui s'est spécialisé sur les questions de droit numérique, de TIC, de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est un juriste qu'on retrouve sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Alors, c'est pas forcément, parce que c'est un juriste qui est habilité, qui est aguerri sur les questions de réseaux sociaux, de sites Internet, de protection des données à caractère personnel pour toutes les personnes qui fréquentent Internet. Ok.
Et où intervient justement le juriste numérique? Alors, son rôle, c'est de conseiller, par exemple, les entreprises ou les particuliers sur comment est-ce qu'il faut être en règle vis-à-vis de la loi. Son rôle, c'est également protéger les intérêts de l'entreprise, pour protéger les droits de l'entreprise, mais aussi permettre à l'entreprise ou aux particuliers de savoir ses devoirs, parce que c'est important de connaître ses droits, mais aussi ses devoirs en tant que citoyen. C'est important. Alors, Monsieur Lankwane, vous avez mis en place une structure dénommée Faso Légal. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure? Alors, Faso Légal, c'est une structure alternative juridique et numérique. C'est-à-dire que nous utilisons les téléphones, les ordinateurs ou l'Internet pour faciliter l'accès aux services de droit, pour faciliter l'accès à l'aide juridique. Parce que nous avons remarqué que pour avoir, par exemple, pour parler à un professionnel du droit, c'est la croix et la bannière. Parce qu'il y a des barrières linguistiques, des barrières géographiques et donc aussi l'aspect moral. C'est-à-dire que quand on parle de droit ou de justice, les gens ont peur. Donc c'est pour briser toutes ces barrières que nous avons mis en place Faso Légal pour permettre aux citoyens, aux entreprises de pouvoir vivre le droit naturellement comme il se doit tous les jours. Ok. Maintenant, c'est Faso Légal, cette structure qui a mis en place un centre d'appel dénommé Sorigal. Oui. Qu'est-ce que ça signifie et exactement, qu'est-ce que c'est que Sorigal? Alors, Sorigal, c'est un centre d'appel. Amouré, ça veut dire Sorigal, la voie de la justice ou le chemin du droit. Okay. Donc, Sorigal, c'est une équipe de juristes connectés. Pour le moment, c'est 24 heures sur 24. C'est une équipe de juristes connectés que vous pouvez contacter par téléphone en composant le 3473 pour pouvoir parler à ce juriste numérique, pour pouvoir parler à ce juriste connecté. Et une fois au cours de l'appel, le juriste pense que c'est nécessaire de parler à un professionnel du droit tel que avocat, huissier, notaire. Tout de suite, on fait le transfert d'appel, mais on reste en mode conférence, c'est-à-dire à 3, pour te permettre de comprendre après. On va enregistrer l'appel, on va écouter, te donner des conseils pour que plus tard, tu puisses vivre le droit, tu puisses appliquer les conseils du professionnel ou plutôt avoir les avis ou la consultation juridique directement en ligne et en temps réel. En ligne ou en temps réel. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer Sorigal quand on sait que, par exemple, pour ceux qui ont peut-être des soucis ou qui souhaitent avoir des conseils juridiques peuvent aller directement peut-être voir la personne physiquement ou aller vers des conseillers juridiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer quand même ce numéro, ce centre d'appel qui se passe quand même à distance au téléphone? Oui, ce qui m'a motivé, c'est qu'un jour, j'étais en vacances au village, au palais de justice, et là, il y a une jeune fille qui m'a approché, qui était toute en larmes, qui venait de perdre son papa, et ses oncles étaient en train de s'accaparer de tous les biens du défunt au détriment de la maman et des enfants. Donc, elle n'avait pas l'information, elle ne savait pas vers qui se tourner. Donc, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver un avocat. Bon, déjà, ce n'était pas le rôle de l'avocat, mais c'était le rôle du notaire. Et j'ai pu quand même lui trouver le professionnel en question pour qu'elle puisse défendre ses droits. Okay. Donc, et à là, partir de là, avec mon équipe, nous avons décidé de mettre en place un centre d'appel où tout simplement vous pouvez appeler pour avoir l'information, la formation, le renseignement, la sensibilisation ou l'orientation qu'il faut pour pouvoir venir à bout de pour pouvoir trouver une réponse rapide et efficace. D'accord. Maintenant, dites-nous dans quel cas, quel exemple par exemple vous pouvez prendre, je fais la redondance, dans quel cas on peut justement contacter Sorigal? Quand on vit quel problème on peut contacter Sorigal? Alors, les gens qui nous appellent, ils vivent des problèmes de droit divers et variés. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un monsieur qui nous a appelé la semaine passée pour dire qu'il y a sa belle-sœur qui a fait la bagarre avec la voisine. Okay. Et donc, au cours de la bagarre, sa belle-sœur a pris un couteau. Et tout de suite, un enfant est venu pour séparer la bagarre et l'enfant a reçu le couteau. Oui. Donc, la vie de l'enfant est hors d'état de danger, mais les parents de l'enfant
ont décidé de porter plainte. Donc lui, il ne savait pas vers qui aller. Tout de suite, il a composé le 3473 et nous lui avons conseillé. Et 2 jours après, la convocation effectivement est venue. Il nous a rappelé pour dire que la convocation est venue. Et donc, il fallait lui trouver un professionnel pour déjà l'assister au niveau du commissariat. Et si jamais le dossier prospère, qu'il puisse être défendu devant le juge. Donc, c'est des cas comme ça. Et il y a des démarcheurs qui nous appellent pour des problèmes de loyer, pour des problèmes de location. Et un monsieur qui a appelé une fois pour dire qu'à Morée, il a appelé à Morée pour dire qu'il est démarcheur, qu'il a trouvé une maison pour une femme. Et quelques jours après, avec le bailleur, ils ont signé un reçu de paiement de 3 mois de loyer. Et la femme a effectivement occupé la maison. Une semaine après, la femme a dit au démarcheur qu'elle va aller chercher ses affaires. Et ça faisait 5 mois de cela qu'aucune personne n'a de ces nouvelles. Donc il fallait trouver la solution pour pouvoir soit libérer la maison, permettre au bailleur de pouvoir continuer de payer, de percevoir son loyer, et aussi permettre aux démarcheurs de pouvoir aussi vaquer à ses occupations. Donc ce sont des questions comme ça qui sont liées au droit civil, au droit du travail, au droit commercial, au droit pénal, que nous suivons, que les gens nous appellent pour exprimer leurs besoins de conseils et d'assistance juridique en ligne. Donc tout de suite, voilà, vous pouvez appeler et puis avoir la solution à un problème juridique. C'est vrai que vous avez cité assez d'exemples, mais pour le cas, par exemple, des jeunes filles ou des femmes qui subissent des violences, permettez-moi quand même de revenir sur cet aspect, parce qu'on parle d'appel, on a tendance à voir que très souvent, quand il s'agit d'un viol ou donc d'une violence conjugale, c'est difficile pour ces femmes-là d'aller voir directement donc les juristes pour en parler. Est-ce qu'à Sorigal, c'est plus simple aussi pour ces femmes-là de le faire par appel? Là, peut-être que vous ne vous voyez pas. Oui, tout à fait. Elles se sentent sécurisées. Tout protégées. À fait. Aujourd'hui, les femmes peuvent appeler victimes d'injustice. Vous êtes par exemple victime d'une injustice ou vous êtes à la recherche d'une solution à un problème juridique. Vous pouvez appeler, que vous soyez une femme, que vous soyez une jeune fille, que vous soyez un homme. Voilà, quel qu'en soit le besoin, vous appelez et tout de suite, l'appel est confidentiel, sécurisé et protégé. Parce que nous ne jouons pas sur la protection des données à caractère personnel de toutes les personnes qui signent. D'autant plus que quand vous appelez, vous avez une signature digitale, une signature électronique qui garantit la confidentialité et la sécurité des informations que vous allez nous transmettre. Donc tout de suite, si au cours de l'appel, le juriste par exemple décide que voilà, il faut un avocat, nous on réunit toute la documentation que vous nous aurez envoyée et on transfère à l'avocat. En ce moment, l'avocat est payé par ses honoraires. C'est vrai qu'à tout moment, vous pouvez revenir vers nous pour avoir un conseil ou un avis, mais au téléphone. Alors, Monsieur Lankwandé, vous avez parlé d'écoute, de conseils, d'accompagnement. Quels sont les autres services aussi qu'offre Sorigal? Alors, nous offrons des services d'accompagnement à la création d'entreprise. Vous avez une idée ou un projet, vous ne savez pas quelle forme juridique choisir, vous pouvez appeler pour avoir le choix, pour choisir effectivement la forme juridique qui vous convient. Également, nous proposons des services de rédaction de contrats. Ça veut dire que tout le monde n'est pas spécialiste, il y a des contrats de travail. Vous êtes une structure, une entreprise, une pharmacie, une boulangerie par exemple. Vous voulez rédiger des contrats de travail pour tous les employés. Nous avons des spécialistes qui rédigent le contrat en fonction des clauses que vous voulez qu'on insère. On insère et en moins d'1 heure, votre contrat est prêt. On vous l'envoie soit par mail, soit par WhatsApp, vous téléchargez, vous faites signer par les employés et vous-même. Donc en plus de ça, voilà, en plus de ça, on a des services d'assistance ou de conseil, comme je l'ai dit, d'accompagnement juridique pour les expatriés, par exemple, pour les personnes qui sont étrangères et qui veulent avoir des informations sur comment mieux vivre conformément à la loi au niveau du Burkina. D'accord. Le temps court et nous courons donc derrière lui. Monsieur Lankwandé, dites-nous, pour bénéficier de vos services, ça peut coûter combien? Alors déjà, quand vous appelez sur les 3473, ce sont vos unités qu'on vous coupe. En dehors des unités, vous n'avez pas d'autres frais. Donc ça veut dire que la minute, chez nous, quand vous appelez, c'est 150 francs. Et derrière ça, il y a une clé de répartition entre les opérateurs de téléphonie et nous, conformément à la décision de l'ARCEP. Donc, c'est 150 francs par minute quand vous appelez. D'accord. Donc, quand vous appelez, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on vous coupe 150
francs par minute. C'est pas comme les tarifs normaux. Exactement. Okay. Donc, si après ça, vous voulez un service de rédaction ou de conseil après, en tant que structure, ça dépend. Voilà, on vous fait payer les honoraires. Bon, et généralement, c'est entre 15 500 ou ça dépend du service que vous nous demandez. D'accord. Oui. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien. Dites-nous pourquoi doit-on contacter Sorigal et puis on va bien sûr rappeler le numéro utile. D'accord. Pourquoi il faut contacter Sorigal ou le centre d'appel? Tout simplement parce que le droit, nous le vivons tous les jours. Tous les jours, nous posons des actes qu'on ne sait pas si demain, ça va nous jouer sur les intérêts, ça va nous condamner ou pas. Donc, aujourd'hui, pour être rassuré en tant qu'entreprise, en tant que particulier, c'est mieux d'avoir un conseiller juridique à côté. Voilà, quelqu'un qui peut vous orienter, qui peut vous donner des décisions, des conseils pour que vous puissiez investir ou vous puissiez entreprendre de façon sereine. Et le numéro utile, c'est... Bon, déjà, le numéro du centre d'appel, c'est le 3473. 3473. Voilà, 3473. En dehors de ce numéro, vous pouvez appeler sur le 25 39 33 20. Vous appelez le numéro 25 39 33 20. D'accord. Est-ce que si après l'appel, vous n'avez pas satisfaction ou que vous souhaitez rencontrer physiquement donc, les responsables de votre entreprise pour discuter, c'est possible? C'est possible. C'est possible. Vous pouvez appeler pour demander un rendez-vous, discuter de façon physique. Parce que nous privilégions l'assistance, le conseil juridique en ligne. Mais si vous voulez vous déplacer, il n'y a pas de souci. Voilà, vous regardez sur... Voilà. Merci d'être passé. Notre temps d'entretien est terminé. Je rappelle que nous recevions M. Dieudonné Lankwandé, qui est juriste numérique et directeur général de Fasoligal. Il faut rappeler que c'est cette structure qui a lancé un centre d'appel dénommé Soligal pour justement assister et conseiller juridiquement donc, sur les questions de droit, les populations. Il suffit juste d'appeler le 34 73 si vous souhaitez donc poser des questions en lien avec le droit et avoir de l'assistance. C'est le 34 73. C'est ici qu'on s'arrête pour notre entretien avec M. Lankwandé. Et c'est ici également qu'on dit au revoir aux téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production et de rédaction derrière. On se retrouve demain jeudi pour d'autres aventures, mais surtout avec le même plaisir, avec d'autres invités. On se dit, au revoir.